Faites comme si je vous arrêtais et restez calme, m'a chuchoté l'agent d'immigration à l'aéroport. Ces mots m'ont glacé. Ne vous retournez pas. Votre vie est en danger. Suivez-moi. Faites-moi confiance. J'ai 55 ans. J'ai bâti 3 entreprises de zéro. Je ne suis pas un homme qui s'effraie facilement. Mais à ce moment, j'ai senti le sol bouger sous mes pieds. Monsieur Georges Duchamp, je dois vous demander de m'accompagner au bureau d'inspection. Il y a une irrégularité avec vos documents. Derrière moi, la voix de mon fils, André. Papa, qu'est-ce qui se passe? C'est juste une procédure de routine. Attendez dans le salon d'embarquement. J'ai marché à ses côtés. Mon fils et ma belle-fille, Amélie, me regardaient en m'éloigner, encadrés par 2 agents de sécurité. Cela fait 6 mois que j'ai perdu ma femme, Hélène. Cancer, rapide, brutal. Son dernier souhait était que je me rapproche d'André. Promets-moi que tu vas arranger les choses avec lui, m'avait-elle dit depuis son lit d'hôpital. Promets-moi que tu ne le laisseras pas seul. C'est pourquoi j'ai organisé ce voyage. 2 semaines en Europe, Paris, Rome, Barcelone, tous les 3 ensemble. Et maintenant, un agent d'immigration me disait que ma vie était en danger. Nous sommes entrés dans un petit bureau sans fenêtre. L'agent a verrouillé la porte. Monsieur Duchamp, je m'appelle James Reynolds, agent fédéral. Je dois vous montrer quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Nous vous avons sauvé la vie. L'écran s'est allumé. Les caméras de sécurité de l'aéroport. J'ai vu André et Amélie derrière moi dans la file. L'agent a avancé l'enregistrement. Regardez ici. Amélie sortait un petit flacon de son sac. Elle l'a passé discrètement à André. Il a regardé autour de lui, puis a débouché ma bouteille d'eau. La caméra a capturé le moment exact où il a versé le contenu du flacon dans mon eau. Moins de 10 secondes. Non, ce n'est pas possible. Il y a plus. Un autre enregistrement. Le parking de l'aéroport, 2 heures plus tôt. André et Amélie près de mon SUV. L'agent a augmenté le volume. Dans l'avion, 3 heures suffisent. Ça aura l'air naturel. Crise cardiaque. Les propriétés restent à mon nom. Personne ne va soupçonner. Homme âgé, récemment veuf. Stress du voyage. Mon fils, le garçon que j'ai tenu dans mes bras à sa naissance. Pour qui j'ai tout construit. Venait d'essayer de m'empoisonner. Comment avez-vous découvert ça? Pur hasard. Un analyste de comportement a remarqué le mouvement suspect. Et le flacon? Notre équipe l'a récupéré. Monsieur Duchamp, si vous aviez bu cette eau pendant le vol, vous ne seriez pas arrivé en Europe vivant. Hélène est morte il y a 6 mois, et mon fils n'a pas pu attendre 1 an pour hériter. Pourquoi? J'ai un testament. Tout est à lui de toute façon. Pourquoi ne pas attendre? Peut-être a-t-il des dettes que vous ne connaissez pas? Je me suis souvenu d'Hélène, des mois avant son diagnostic. André m'inquiète. Il y a quelque chose dans sa façon de parler d'argent, dans la façon dont Amélie le regarde. Comme s'ils attendaient quelque chose. Attendez en quoi? Que nous partions? J'avais ri. Je lui avais dit qu'elle exagérait. Qu'André nous aimait, mais elle l'avait vu. Elle avait vu ce que moi, aveuglé par mon travail, j'avais refusé de voir. Monsieur Duchamp, nous avons besoin que vous preniez une décision. Nous pouvons les arrêter maintenant. Ou vous pouvez continuer. Montez dans l'avion comme si de rien n'était. Nous vous donnerons une nouvelle bouteille d'eau et des agents surveilleront. Pourquoi ferais-je ça? Parce que si nous les arrêtons maintenant, leurs avocats diront que les preuves sont manipulées. Peut-être trouveront-ils un moyen de s'en sortir. Mais si vous partez, ils vont penser que leur plan a fonctionné. Ils baisseront leur garde. Nous documenterons tout. Quand nous les arrêterons finalement, il n'y aura aucun avocat qui pourra les défendre. Mon esprit d'homme d'affaires a commencé à travailler. Combien de temps ai-je pour décider? Votre vol part dans 45 minutes. J'ai besoin d'une réponse dans 5. 5 minutes pour décider. Justice immédiate ou justice garantie? J'ai pensé à Hélène, à toutes les fois où elle avait défendu André, et à la façon dont ce fils avait attendu à peine 6 mois après sa mort pour essayer de se débarrasser de moi. Je vais monter dans cet avion, ai-je dit d'une voix ferme, et je vais découvrir exactement qui est mon fils. L'agent Reynolds a hoché lentement la tête. Je comprends, mais vous devez comprendre les risques. Je les comprends parfaitement. Mais vous avez dit que vous auriez des agents qui surveillent. Correct. 2 agents infiltrés dans le vol. Un en première classe, un en classe économique.
Alors je suis en sécurité physiquement. Reynolds m'a regardé avec compassion. Émotionnellement, c'est une autre histoire. Il avait raison. C'est une chose de survivre à une tentative d'empoisonnement. C'en est une autre de s'asseoir à côté de votre assassin pendant un vol de 14 heures, en prétendant que vous ne savez rien. Nous sommes sortis du bureau. Quand André m'a vu, il s'est levé rapidement, l'air inquiet. « Papa, ça va ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Cette inquiétude dans sa voix, ce ton de fils aimant. Si je n'avais pas vu l'enregistrement, j'aurais cru qu'il se souciait vraiment de moi. « Erreur avec le visa d'entrée pour la France », ai-je dit avec un sourire fatigué. « C'est déjà résolu. »« Quelle frayeur tu nous as faite », a dit Amélie en prenant mon bras. On pensait qu'ils allaient annuler le voyage. J'ai regardé dans ses yeux, les mêmes yeux qui m'avaient regardé pendant qu'elle passait le flacon de poison à mon fils. « Non, non, tout va bien. On peut t'embarquer. » L'agent qui m'avait accompagné m'a discrètement tendu une nouvelle bouteille d'eau. « Vos documents, monsieur Duchamp, excusez le désagrément. » J'ai pris la bouteille, identique à la précédente, mais celle-ci n'allait pas me tuer. Nous avons embarqué dans l'avion. Première classe, 3 sièges ensemble. Moi près de la fenêtre, André au milieu, Amélie côté couloir. « Comment tu te sens, papa ?» a demandé André une fois que nous étions assis. « Je vais bien, fils. Tu veux de l'eau ? Je crois que tu as une bouteille dans ton sac. Voilà, l'invitation désinvolte. La poussée subtile pour que je boive le poison. »« Oui, bonne idée, » ai-je dit en sortant la nouvelle bouteille que l'agent m'avait donnée. J'ai vu comment les yeux d'André suivaient la bouteille. J'ai vu l'échange rapide de regards entre lui et Amélie. Satisfaction, soulagement. Il pensait que ça avait marché. J'ai bu une gorgée de l'eau propre. Froide, rafraîchissante, sans goût étrange, sans poison. « Merci d'avoir organisé ce voyage, papa, » a dit André en posant sa main sur la mienne. « Ça signifie beaucoup pour nous, pour moi, surtout après... » « Maman. » J'ai serré sa main, la main de mon fils, la main qui, il y a quelques heures, avait versé du poison dans mon eau. « Ta mère voulait qu'on fasse ça, » ai-je dit doucement. Elle voulait qu'on soit une famille unie. « Et nous le sommes, » a répondu André en souriant. « Nous sommes une famille, toujours. Jusqu'à ce que je meure et que tu puisses tout garder, ai-je pensé. L'avion a commencé à bouger vers la piste. J'ai regardé par la fenêtre. Hélène m'avait demandé de me rapprocher de notre fils, de réparer notre relation. Quelle ironie! J'avais organisé ce voyage pour accomplir son dernier souhait, et mon fils y avait vu l'occasion parfaite de se débarrasser de moi. 2 semaines en Europe, 14 jours à prétendre que je ne savais rien. 14 jours à jouer le père aimant, pendant que chaque seconde documentait la vraie nature des personnes assises à côté de moi. Les 3 premières heures du vol ont été une torture silencieuse. André et Amélie agissaient avec une normalité glaçante. Ils discutaient des endroits que nous visiterions à Paris. Et de temps en temps, avec cette subtilité répétée, ils me demandaient si je me sentais bien. « Papa, tu as l'air un peu pâle. Tu es sûr que tu ne veux pas te reposer ? Georges, tu n'as mal nulle part ? À la tête ? À la poitrine ?» Chaque question était un poignard, parce que je savais exactement ce qu'ils cherchaient. Ils attendaient les premiers symptômes. Le moment où le poison commencerait à faire effet. À un moment, André est allé aux toilettes. À son retour, j'ai intercepté un regard entre lui et Amélie, un regard chargé de questions non dites. Elle a fait un geste presque imperceptible de la tête, comme pour dire « donne-lui du temps ». Je me suis appuyé contre mon siège, faisant semblant de m'endormir, mais à travers mes paupières entr'ouvertes, je les observais. Amélie a sorti son téléphone. Elle a tapé quelque chose. Puis elle l'a montré à André, couvrant l'écran avec sa main pour que je ne puisse pas voir. Pendant 30 ans, j'ai construit des entreprises prospères parce que j'ai appris à lire les gens, à détecter les mensonges dans les négociations. Ces compétences m'avaient rendu riche. Maintenant, ces mêmes compétences me maintenaient en vie. J'ai ouvert les yeux lentement, comme si je venais de me réveiller d'une sieste. « Papa, il y a quelque chose dont je voulais te parler. » A commencé André en se penchant vers moi. Amélie et moi, on a réfléchi. Après la mort de maman, tu portes tout le poids des entreprises seul. Ça doit être épuisant. Ça fait partie du travail.
Oui, mais ça ne doit pas être comme ça. J'ai étudié l'administration. J'ai travaillé dans une de tes entreprises pendant 3 ans. Je connais l'affaire. Peut-être qu'il est temps que eh bien, que tu me donnes plus de responsabilités. Voilà, le vrai plan derrière le plan. Si je mourais dans l'avion, il hériterait de tout immédiatement. Mais si, pour une raison quelconque, le poison ne fonctionnait pas, ils avaient un plan B. Me convaincre de leur donner le contrôle des entreprises pendant que j'étais encore en vie. Plus de responsabilités? Ai-je demandé en restant neutre. Exactement. On pourrait commencer par transférer quelques propriétés à mon nom. Tu sais, pour des questions fiscales. Tu pourrais aussi me donner une procuration sur certains des principaux comptes bancaires. Amélie s'est jointe immédiatement. Ça a du sens, Georges. Tu as travaillé si dur toute ta vie. Tu mérites de te reposer un peu. Laisse André gérer les choses. Les années dorées que vous voulez terminer le plus tôt possible, ai-je pensé. C'est une idée intéressante, ai-je dit lentement. Laisse-moi y réfléchir pendant le voyage. J'ai vu la satisfaction sur leur visage. Ils pensaient avoir planté la graine. Les heures suivantes se sont écoulées dans une brume surréaliste. Nous avons mangé le dîner de l'avion. André a commandé du vin pour nous trois. Nous avons trinqué au voyage, à la famille, au nouveau départ. Chaque toast était un mensonge. Chaque sourire, un masque. L'avion a commencé sa descente vers Paris. Les lumières de la ville brillaient en dessous comme une mer d'étoiles. Normalement, ce serait un moment excitant. Au lieu de cela, je me sentais comme si je descendais dans un cauchemar éveillé. « Regarde, papa !» a pointé André par la fenêtre. « C'est magnifique, non ?»« Magnifique !» ai-je répété sans rien ressentir. Nous avons atterri à Charles de Gaulle à 7 heures du matin. L'hôtel était 5 étoiles, situé dans le 7e arrondissement, à quelques pas de la Tour Eiffel. J'avais réservé 2 suites, une pour moi, une autre pour André et Amélie. Quand nous sommes entrés dans le hall, un homme en costume s'est approché discrètement de moi. « Monsieur Duchamp ?» a-t-il demandé en français. « Bienvenue à Paris. Je suis Gérard, le directeur de l'hôtel. Si vous avez besoin de quoi que ce soit pendant votre séjour, n'hésitez pas à m'appeler directement. » Il m'a tendu une carte de visite, mais quand je l'ai prise, il a ajouté d'une voix très basse. « Je fais aussi partie de l'équipe qui vous protège. L'agent Reynolds a tout coordonné avec nous. Vous êtes en sécurité ici. » J'ai hoché légèrement la tête. Un autre gardien dans ma prison de luxe. Nous sommes montés dans nos chambres. La mienne était spectaculaire. D'immenses fenêtres avec vue sur la tour Eiffel. Un lit king size. Une salle de bain en marbre plus grande que le premier appartement qu'Hélène et moi avions partagé quand nous étions jeunes mariés. Je me suis assis sur le lit en regardant par la fenêtre. Paris s'étendait devant moi, plein de promesses d'aventure. Mais je ne ressentais aucune émotion, seulement de la fatigue. Une fatigue profonde qui allait au-delà du physique. Le téléphone de la chambre a sonné. C'était André. « Papa, tu veux qu'on se repose un moment puis qu'on descende manger quelque chose ? » « Reposons-nous d'abord. C'était un long vol. »« Parfait. On se voit dans le hall à 14 heures. » J'ai raccroché. Il était 9 heures du matin. J'avais 5 heures avant de devoir jouer à nouveau la comédie. Je me suis allongé sur le lit et, pour la première fois depuis que l'agent d'immigration m'avait chuchoté ces mots à l'aéroport, j'ai laissé les larmes couler. J'ai pleuré pour Hélène, pour ne pas l'avoir écoutée quand elle m'avait averti au sujet d'André et Amélie. J'ai pleuré pour mon fils, pour le garçon qu'il était et l'homme qu'il est devenu. Et j'ai pleuré pour moi-même, pour le vieil imbécile qui avait travaillé toute sa vie à construire un empire pour sa famille sans réaliser que sa famille attendait seulement qu'il meure pour le réclamer. Le téléphone de la chambre a sonné à nouveau. C'était Gérard. « Monsieur Duchamp, excusez l'intrusion. Je voulais juste vous informer que votre fils est descendu il y a un moment à la réception. Il a posé des questions sur vous. » « Quel genre de questions ? » Il a demandé si nous avions un médecin disponible. Il a dit que vous avez des antécédents de problèmes cardiaques et voulait s'assurer qu'en cas d'urgence, nous sachions qui appeler. Mon sang s'est glacé. Je n'ai aucun antécédent de problème cardiaque. Je sais, monsieur. C'est pourquoi je vous appelle. Votre fils prépare le terrain. Quand ils attendent que quelque chose vous arrive, ils veulent que le personnel de l'hôtel ait déjà en tête que vous aviez des problèmes cardiaques. Comme ça aura l'air naturel. Qu'est-ce que vous lui avez dit ?
Rien de spécifique. J'ai juste apprécié l'information et assuré que nous aurions tout préparé. Mais je voulais que vous le sachiez. Merci, Gérard. J'ai raccroché, sentant la rage commencer à remplacer la tristesse. Il ne voulait pas seulement que je meure, il voulait que ma mort ait l'air naturel. Il voulait pleurer à mes funérailles, recevoir des condoléances, hériter de ma fortune, et que personne ne soupçonne jamais qu'ils avaient tout orchestré. Je me suis levé, me suis lavé le visage, me suis regardé dans le miroir. L'homme qui me regardait avait l'air fatigué. 55 ans qui en paraissaient soudainement 70. Mais dans ses yeux, j'ai aussi vu autre chose. La détermination. Si André et Amélie pensaient qu'ils allaient m'en s'en tirer, ils se trompaient lourdement. J'avais construit un empire de zéro. J'avais survécu à des récessions économiques, à des concurrents impitoyables. Je n'allais pas laisser mon propre fils me détruire. Pendant les 2 semaines suivantes, j'allais leur donner assez de cordes pour qu'ils se pendent eux-mêmes. J'allais documenter chaque mouvement, chaque mensonge, chaque tentative de manipulation. Et quand tout serait fini, quand les agents fédéraux auraient suffisamment de preuves, alors j'aurais ma réponse. Alors je leur demanderai pourquoi. À 14 heures précises, je suis descendu dans le hall de l'hôtel. André et Amélie attendaient déjà, habillés comme de parfaits touristes. Le couple idéal, les héritiers parfaits, les tueurs patients. Nous avons passé le reste de la journée à être touristes. La Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, les Champs-Élysées. Amélie prenait des photos constamment. Des photos d'elle et André s'embrassant devant des monuments. Des photos de nous trois ensemble, souriant comme une famille heureuse. Des preuves pour plus tard. Pour quand je serai mort et qu'ils voudraient montrer au monde à quel point nous étions proches. Pendant le dîner dans un restaurant avec vue sur la Seine, André a levé son verre de vin. « Pour maman ?» a-t-il dit d'une voix émue. « Où qu'elle soit, je sais qu'elle est heureuse de nous voir ici ensemble. »« Pour Hélène ?» ai-je répété, sentant le nom de ma femme comme un poignard dans le cœur. « Papa, je voulais te demander quelque chose, » a dit André, après avoir commandé le dessert. « Tu as réfléchi à ce dont on a parlé dans l'avion ? Me donner plus de responsabilités dans les entreprises ? J'y ai pensé. Mais ce sont des décisions importantes. Je ne veux pas me précipiter. » J'ai vu un éclair de frustration traverser son visage avant qu'il puisse le contrôler. « Bien sûr, il n'y a pas d'urgence. » « André a raison, » a ajouté Amélie. « Ce serait bien d'avoir un plan clair, surtout en considérant ta santé. » « Ma santé ? Eh bien, tu as été sous beaucoup de stress. La mort de belle-maman, gérer les entreprises seule, ce voyage. Elle a touché ma main avec une fausse préoccupation. On veut juste s'assurer que si quelque chose arrive, Dieu nous en préserve, tout soit en ordre. Voilà encore. Préparer le terrain. Planter la graine que j'étais malade, stressé, sur le point de m'effondrer. Cette nuit-là, de retour dans ma chambre, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. « Monsieur Duchamp, je suis l'agent Flores. Je travaille avec l'agent Reynolds. Vous pouvez parler librement ? » « Oui, je suis seul. » « Excellent. Je voulais juste vous mettre à jour. Nous avons surveillé toutes les communications de votre fils et de votre belle-fille. Hier soir, pendant que vous dormiez dans l'avion, elle a envoyé un message crypté à un contact au Mexique. Qu'est-ce qu'il disait ? Ça n'a pas marché. Besoin du plan B. 2 semaines pour le régler. J'ai fermé les yeux. Le plan B, c'est me convaincre de transférer le contrôle des entreprises avant la fin du voyage. Correct. Et nous avons des raisons de croire qu'ils explorent aussi d'autres options, plus directes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous devons être extrêmement prudents pendant les 2 prochaines semaines. Ne mangez ni ne buvez rien qu'ils vous donnent directement. Ne restez pas seul avec eux dans des endroits isolés. Après avoir raccroché, je me suis assis sur le balcon de ma chambre, regardant les lumières de Paris. La tour Eiffel brillait au loin. Je me suis souvenu quand j'avais promis à Hélène que je l'emmènerais ici un jour. « Quand j'aurai le temps », lui disais-je toujours. Ce moment n'est jamais arrivé. Il y avait toujours quelque chose de plus important. Et maintenant j'étais ici, dans la ville dont elle rêvait de visiter, accompagnée du fils qu'elle adorait et qui avait planifié mon meurtre. La vie a une façon cruelle de nous enseigner nos erreurs. Le 4e jour à Paris, André a suggéré de faire quelque chose de différent. « Il y a un endroit à la périphérie de la ville, a-t-il dit pendant le petit déjeuner.
Un vieux château très peu connu des touristes. J'ai pensé qu'on pourrait louer une voiture et y aller juste tous les trois. Pas de tour, pas de foule. Juste nous. Chaque alarme dans ma tête s'est déclenchée. Ça a l'air intéressant, ai-je dit prudemment. C'est à quelle distance? Environ 1 heure et demie en voiture. C'est une belle route qui traverse des villages français. Ce serait une aventure. Je ne sais pas, fils. Conduire dans un autre pays, sur des routes qu'on ne connaît pas. Je vais conduire, a-t-il offert rapidement. Toi et Amélie, vous vous détendez et profitez du paysage. Ça va être incroyable, papa. Je te le promets. Mon esprit travaillait rapidement. Un endroit isolé, loin des témoins. Pas de caméra de sécurité, le cadre parfait pour un accident. Laisse-moi y réfléchir. Peut-être demain. J'ai vu la frustration sur leur visage. Cet après-midi-là, pendant qu'André et Amélie faisaient du shopping, je me suis rencontré secrètement avec Gérard dans un bureau privé de l'hôtel. « Votre fils a réservé une voiture pour demain », m'a-t-il informé. Il a aussi demandé des itinéraires panoramiques en dehors de Paris, spécifiquement des endroits loin des zones touristiques principales. Vous pouvez nous suivre sans qu'il le remarque? Nous avons déjà tout arrangé. Il y aura 2 véhicules de suivi. Et je vais vous donner ceci. Il m'a tendu un petit appareil de la taille d'un porte-clés. Si vous appuyez 2 fois sur ce bouton, ça envoie un signal d'urgence immédiat. Nous aurons des agents à votre emplacement en quelques minutes. Et s'il n'y a pas de couverture cellulaire, cet appareil utilise le satellite. Il fonctionne partout. Je l'ai mis dans ma poche, sentant son poids comme un talisman de protection. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté éveillé à imaginer des scénarios. Que ferait-il? Simulerait-il un accident de voiture? Me pousserait-il d'une falaise? À 3 heures du matin, mon téléphone a vibré. C'était un message d'un numéro inconnu. Communication interceptée. Amélie a écrit « Demain au château. Endroit parfait. Personne ne nous verra. Juste fais-le vite. Restez vigilants. N'allez nulle part seul avec eux. » J'ai supprimé le message. Je me suis levé, me suis servi un whisky du minibar et me suis assis près de la fenêtre. Paris dormait en dessous. Ville des lumières, ville de l'amour, ville où mon fils prévoyait de devenir orphelin. Le lendemain matin est arrivé trop vite. Je suis descendu prendre le petit déjeuner et j'ai trouvé André et Amélie déjà prêts, avec des sacs à dos préparés et de l'énergie comme des enfants en sortie scolaire. « Papa, on pensait que tu avais changé d'avis pour le château », a dit André. « Non, j'ai juste mal dormi, mais je suis prêt. Allons-y. » La voiture était une Mercedes neuve. André s'est assis au volant. Amélie en copilote. Moi à l'arrière comme un enfant. Comme quelqu'un sans contrôle de son propre destin. Nous avons quitté Paris sur des routes de plus en plus petites. Les bâtiments ont cédé la place à des champs verts, des villages avec des maisons en pierre, des églises anciennes. C'était magnifique, je devais l'admettre. C'était aussi isolé. Parfait pour ce qu'ils avaient prévu. Et si on s'arrêtait là? Amélie a pointé vers un belvédère avec vue sur une vallée. On pourrait prendre des photos? André s'est garé. Nous sommes sortis de la voiture. Le vent soufflait fort, apportant l'odeur de terre humide et de fleurs sauvages. Le belvédère avait une rambarde métallique, vieille et rouillée. Au-delà, une falaise d'environ 30 mètres de haut. Amélie a commencé à prendre des photos. André s'est tenu à côté de moi près de la rambarde. « C'est incroyable, non ?» a-t-il dit. La vue. Incroyable, ai-je répété, chaque muscle de mon corps tendu. Papa, je veux que tu saches quelque chose. Sa voix a changé, est devenue plus sérieuse. Ces jours avec toi ont été importants pour moi. Après la mort de maman, j'avais l'impression de te perdre aussi. Mais ce voyage m'a fait réaliser combien j'ai besoin de toi dans ma vie. Les mots justes, le ton parfait. Si je ne connaissais pas la vérité, j'aurais été ému aux larmes. J'ai besoin de toi aussi, fils, ai-je dit. Et je ne jouais pas la comédie. Malgré tout, malgré la trahison, une partie de moi voulait encore croire qu'il y avait de la bonté en lui. « Viens te tenir ici », m'a-t-il guidé plus près du bord. « Amélie, prends une photo de nous ici. » Elle a levé l'appareil photo. J'étais au bord de la falaise. André derrière moi. Une poussée. C'est tout ce qu'il faudrait. « Souris, Georges », a dit Amélie. À ce moment,
J'ai senti les mains d'André sur mon dos. Pas en train de pousser, juste en train de toucher, de me positionner. Un peu plus à gauche, a-t-il indiqué. J'ai fait un pas. Mes talons étaient à quelques centimètres du bord. Parfait, a dit Amélie, au compte de 3. Le temps a ralenti. J'ai senti les mains d'André presser légèrement. J'ai vu Amélie baisser l'appareil photo, ses yeux brillants de quelque chose qui n'était pas de l'amusement. Et dans cette seconde, j'ai compris ce qui allait se passer. Ma main est allée dans ma poche, touchant l'appareil d'urgence que Gérard m'avait donné. 3, a dit Amélie. Les mains d'André se sont tendues sur mon dos. Et puis, j'ai entendu un bruit, le son indubitable d'une voiture s'approchant à toute vitesse. Les mains d'André se sont retirées immédiatement. J'ai fait un pas en avant, loin du bord, le cœur battant comme un tambour de guerre. Une voiture de police française est apparue sur la route. 2 officiers en sont sortis, marchant vers nous avec des expressions sérieuses. « Bonjour », a salué l'un d'eux. « Excusez l'intrusion. Nous faisons des contrôles de sécurité dans la région. Pourriez-vous nous montrer vos pièces d'identité ?» André et Amélie se sont regardés. Confusion mélangée à la peur. « Bien sûr, officier », ai-je dit en sortant mon passeport avec des mains qui tremblaient légèrement. La police a vérifié nos documents avec un calme professionnel. Mais j'ai vu comment l'un d'eux me regardait avec signification. Un autre agent infiltré. « Tout est en ordre », a-t-il finalement dit en nous rendant nos passeports. « Profitez de votre visite en France. Et s'il vous plaît, soyez prudents près de la falaise. Nous avons eu plusieurs accidents ici ces dernières années. » Le message était clair. Nous avons tout vu. Nous sommes ici. La police est partie. André et Amélie semblaient nerveux. « Comme c'est étrange », a murmuré Amélie. « Des contrôles de sécurité au milieu de nulle part. »« Ils doivent chercher quelqu'un », a dit André, mais sa voix sonnait tendue. « On ferait mieux de continuer vers le château. » Le reste de la journée s'est passé sans autres incidents. Mais quelque chose avait changé. André et Amélie étaient plus calmes, plus prudents, comme s'ils savaient que quelqu'un les observait. Cette nuit-là, j'ai reçu un autre appel de l'agent Flores. « C'était proche aujourd'hui », a-t-elle dit sans préambule. « Je sais. Nous devons envisager la possibilité de mettre fin à tout ça maintenant, les arrêter avant qu'ils ne fassent une autre tentative. » « Vous avez suffisamment de preuves ?» Silence à l'autre bout. « Pas autant qu'on le voudrait. Leurs avocats pourraient argumenter que le moment au belvédère était innocent. Alors, on continue, ai-je dit d'une voix ferme, jusqu'à ce que vous l'ayez. Monsieur Duchamp, agent Flores, j'ai construit ma vie en prenant des décisions difficiles. Ce n'est qu'une de plus. J'ai besoin que ce soit résolu une fois pour toutes. Sans doute, sans possibilité qu'il s'échappe sur des subtilités juridiques. Je comprends, mais s'il vous plaît, soyez extrêmement prudents. Nous ne savons pas ce qu'ils vont essayer ensuite. » Après avoir raccroché, je me suis servi un autre whisky. Mes mains ne tremblaient point de plus. Au lieu de cela, je ressentais un calme étrange. Parce que j'avais finalement compris quelque chose d'important. J'avais le contrôle. André et Amélie pensaient qu'ils chassaient. Ils pensaient que j'étais la proie sans défense. Mais ils avaient tort. C'était moi qui les menais exactement où je voulais. C'était moi qui documentais chaque mensonge, chaque tentative, chaque moment de leur trahison. Et quand tout cela serait fini, quand ils seraient assis dans une cellule se demandant comment tout avait si mal tourné, ils comprendraient la vérité. « Tu n'as jamais été le chasseur, fils. Tu n'étais qu'un imbécile avec un plan qui n'a jamais eu une chance de fonctionner. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, laisse un like. Écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne, c'est seulement le début de quelque chose de meilleur.